La violence hante notre monde. Homicides, féminicides, génocides, violences sexuelles, guerre civile, répression, persécution des minorités. Ces violences sont omniprésentes dans notre actualité, dans nos sociétés. Elles font partie de notre époque. C'est le constat que fait le médecin et anthropologue Didier Fassin, professeur au Collège de France et à l'Institute for Advanced Study de Princeton, qui s'est intéressé à la question de la violence par le biais des sciences sociales. Dans son dernier ouvrage, Leçons de ténèbres, il propose d'appréhender ce que le monde dit de la violence et ce que la violence fait au monde. Il explique que la violence dans toutes ses dimensions a longtemps été ignorée des sciences sociales, au point d'être quasiment absente des encyclopédies et dictionnaires dans le domaine. Elle n'a pas donné lieu à des travaux empiriques ou théoriques se réclamant explicitement de son étude. Le chercheur interroge: comment les sciences sociales ont-elles évolué ces dernières décennies dans leur traitement de la violence? Qu'est-ce que la violence? Est-ce seulement la violence physique ou est-ce aussi la violence structurelle, les inégalités, la pauvreté qui tue par exemple, ou bien même la violence symbolique, concept développé par Pierre Bourdieu? Enfin, pourquoi est-ce important de qualifier la violence, la nommer, la délimiter, l'étudier, la représenter, en attester? Le monde d'aujourd'hui est-il plus ou moins violent que celui d'hier? Réponse à toutes ces questions dans ce nouvel entretien pour Blast. Didier Fassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, anthropologue et sociologue. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines. Vous êtes également professeur de sciences sociales au prestigieux Institute for Advanced Study de Princeton. Enfin, vous occupez la direction d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui s'intitule « Une étrange défaite sur le consentement à l'écrasement de Gaza » aux éditions La Découverte, pour lequel on vous avait déjà reçu. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, on vous invite à aller le regarder en entier. Et vous êtes revenu à l'automne dernier avec un nouveau livre qui s'intitule Leçons de ténèbres, ce que la violence dit du monde, aux éditions La Découverte toujours, qui aborde cette question de la violence et qui se situe d'une certaine manière dans la continuité du livre précédent. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un ouvrage entier sur cette question de la violence? Alors, je vous remercie d'abord de votre invitation et je donne tous les ans un cours au Collège de France dans le cadre d'une chaire qui s'intitule « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines ». Et donc, je vais parler de frontières, je vais parler de châtiment, et la violence faisait en quelque sorte partie d'un triptyque, le troisième volet, et un troisième volet qui, à l'évidence, avait une actualité particulière. Je l'indique au début du livre, un spectre hante le monde, en citant évidemment, ou en paraphrasant une formule de Karl Marx au début du manifeste du Parti communiste. Et ce spectre, aujourd'hui, je crois, c'est celui de la violence. La violence est extraordinairement présente dans aussi bien les informations que l'on peut avoir au quotidien que dans les expériences aussi que les uns et les autres avons. Et cette présence de la violence, elle est double, c'est-à-dire que d'une part, il y a une multiplication des formes de violence, mais également il y a une reconnaissance plus grande de ces violences, parce que on a commencé à nommer et à la suite de combats en quelque sorte, on a nommé les violences sexuelles, les abus aux enfants, contre les enfants, etc. Donc il y a à la fois une présence de la violence, mais aussi une reconnaissance de cette violence qui fait partie de nos débats aujourd'hui. Et lorsque j'ai décidé de prendre ce thème pour donc un cycle de conférences et ensuite pour cet ouvrage, il y avait évidemment une scène dans le monde qui n'était évidemment pas la seule, mais qui nous impliquait de manière extraordinaire, comme j'avais essayé de le montrer dans un ouvrage précédent que vous avez cité, puisque il y avait à la suite de l'attaque du Hamas
le 7 octobre 2023, il y avait cette opération militaire meurtrière, qualifiée de génocidaire par de nombreuses organisations internationales et par une commission indépendante des Nations Unies, à laquelle les pays occidentaux, une partie de leur élite, avaient apporté leur soutien. Et donc, nous étions en quelque sorte dans une situation d'être interpellés non seulement par la violence qui se déroulait, mais également par notre participation, voire notre complicité collective, nationale. Je relisais le livre d'Adorno qu'il a écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, Minima Moralia. Et lorsqu'il présente son livre au moment de la publication, il écrit une introduction dans laquelle il dit je n'ai pas parlé dans ce livre des horreurs qui se sont produites pendant le temps que je l'écrivais. Alors que lui, il est juif réfugié aux États-Unis à ce moment-là. Exactement, c'est un juif allemand qui est parti aux États-Unis pour échapper à la violence nazie et qui a connaissance des camps de concentration, d'extermination, de la solution finale mise en œuvre. Et il dit, je n'en ai pas parlé, et son livre porte sur une critique de la société états-unienne. Et ce que je n'ai pas voulu faire, justement, c'est me taire, accepter le silence imposé autour de ce qui se jouait en Palestine. Et donc, bien que le livre ne soit pas sur ce sujet, il est sur la violence, je n'ai pas éludé cette question. Oui, c'est un livre qui n'est pas sur Gaza, mais ça me tenait à cœur de commencer avec ça, puisque c'est le contexte dans lequel vous l'écrivez, que vous êtes un chercheur qui a écrit sur cette question-là, et que ça traverse finalement un peu en souterrain tout de même ce livre, qui a de nombreuses évocations, mais c'est un livre qui parle beaucoup de l'histoire de la violence et de l'histoire des sciences sociales, des sciences humaines dans leur rapport conceptuel à la violence. J'aimerais qu'on commence avec ce qui est votre chapitre 4, mais qui est le commencement historique, quand vous expliquez que, aussi loin qu'on dispose de traces du langage dans les sociétés humaines, la violence a été présente dans la pensée des femmes et des hommes. Elle l'a été notamment par le mythe, par le récit, par le théâtre, par la religion, plus tard dans la philosophie, qui ont en commun d'avoir constitué un discours des origines de la violence. Et alors, vous commencez justement avec les mythes. Vous expliquez que dans ces mythes grecs notamment, la violence n'est pas seulement instrumentale, un moyen pour une fin, comme par exemple se débarrasser de potentiels rivaux, venger quelqu'un. Non, la violence, elle est expressive, elle est presque une jouissance pour elle-même. Alors comment est-ce que vous comprenez ces mythes aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils disent de ce que vous appelez la violence des origines ? Alors effectivement, le point que vous soulevez, ça n'est pas que la violence a toujours existé, c'est qu'on en a toujours parlé et qu'on en a toujours parlé dans des termes qui étaient singuliers, qui étaient donc ceux du mythe dans de nombreuses sociétés. Et j'insiste en particulier sur les mythes grecs de la théogonie d'Hésiode ou de l'Orestie, et également dans la Bible est un livre d'une extraordinaire violence dans certaines de ses parties. Et donc, il y a une réflexion à avoir sur la manière dont on dompte, on nomme, on qualifie la violence dans des sociétés qui peuvent l'être, mais qui peuvent aussi l'écarter par la manière de la raconter, et aussi de la transformer dans des rituels, par exemple. Et on a des rituels où il est question de violence, mais où la violence n'est pas présente en tant que telle. Et puis il y en a aussi où il y a des sacrifices animaux, mais aussi des sacrifices humains parfois. Vous avez commencé à énumérer des formes de violence finalement, et c'est là pour le coup le tout début de votre ouvrage, qui commence par une très très longue énumération de violences
auxquels on peut penser et auxquels on pense un peu instinctivement quand on entend ce terme et qu'on n'a pas spécialement fait des recherches là-dessus. J'en cite quelques-unes, mais vraiment ça fait plus d'une page. C'est, vous parlez des massacres, des actes terroristes, des meurtres, des tortures, des travaux forcés, des maltraitances, des abus sexuels, vous l'avez dit tout à l'heure. La liste est vraiment très longue. Et puis vous enchaînez sur d'autres formes de violence auxquelles on va peut-être moins penser instinctivement. Je vous cite, a notamment été identifiée par Johan Galtung une violence structurelle qui correspond aux causes sociales productrices de l'impossibilité de subvenir à ses besoins élémentaires en termes de logement, d'alimentation, d'éducation, de soins. La désigner de cette manière permet d'aller au-delà de la simple notion de pauvreté pour saisir une inégalité qui, de fait, cause bien plus de morts que les homicides. A également été reconnue par Pierre Bourdieu une violence symbolique qui s'exerce sur les individus tout au long de leur socialisation à travers l'intégration de normes, de valeurs, de croyances conduisant à naturaliser les rapports de domination. La représenter de cette façon permet de dévoiler ces relations de pouvoir internalisées par l'habitus et dès lors acceptées. Et donc je vous pose d'entrée de jeu la grande question, c'est qu'est-ce que la violence ? Comment est-ce qu'on la définit en tant que chercheur ? Alors précisément, la manière que j'ai de travailler, c'est de ne pas poser une définition au départ, mais plutôt de voir quels sont les usages qui sont faits et quelle est la signification de ces usages, quelles sont les stratégies ou les tactiques qu'il y a derrière cette qualification de la violence. Alors, il faut peut-être d'abord dire que il y a une difficulté à définir la violence parce que, quand on fait des sciences sociales, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'est la violence, et certains actes vont être considérés par une partie du public comme étant violents, alors que celles ou ceux qui les commettent sont convaincus qu'il ne s'agit pas de violence. Prenons les violences policières. Il n'y a pas de violence policière, parce qu'en disant violence policière, vous mettez en parallèle la violence de ceux qui n'ont pas l'autorité légitime pour le faire et ceux qui ont la violence légitime de l'État pour utiliser la force afin de protéger les biens et les personnes. Très souvent, les policiers considèrent que les brutalités qu'ils commettent sont un simple usage de la force, ce qui leur est autorisé par leur profession, alors que toute personne qui est témoin de ces actes, eh bien, va les qualifier de violence. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une controverse, puisque Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il ne voulait pas entendre parler de violence policière. Donc il y a un enjeu politique énorme autour de l'usage du terme de violence ou non dans le cadre de la police. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Je refuse ce terme. Je récuse le terme de violence policière. Moi, je refuse le terme de violence policière. Il n'y a pas de violence policière. Comme si la police était violente. En se réfugiant derrière la définition de Max Weber qui dit que l'État a le monopole de la violence légitime. Et donc, il y a cette difficulté, mais qui peut se trouver aussi pour des anthropologues qui travaillent dans des sociétés où des actes vont leur paraître violents et seraient reconnus comme violents par la plupart des membres de leur propre société, mais dans le groupe qu'ils étudient, ils ont une autre signification. Donc ça pose une difficulté, ça ne veut pas dire que la violence n'existe pas, mais ça pose une difficulté de définition. Et je disais tout à l'heure qu'il y a en fait dans les sciences sociales deux manières d'aborder quelque sujet que ce soit. La première, c'est de dire je vais vous donner une définition et je vais regarder dans la société les faits qui correspondent à cette définition. C'est ce que fait Durkheim avec le suicide. Et puis une autre manière qui est de dire je vais regarder ce que dans la société on appelle de ce terme qui est considéré comme tel, et ce sera ce que j'appellerai moi. Et je suis plutôt, pour ma part, sur ce second aspect. Et alors, ce qui est intéressant, effectivement, comme vous l'évoquiez il y a un instant, c'est que, bien sûr, il y a cette violence que aujourd'hui on peut assez facilement définir comme un exercice de la force physique de manière à produire une souffrance sur des corps. Et donc ça, tout le monde comprend que quand on prend des coups de poing ou des gifles ou qu'on se fait tirer dessus, eh bien, on est là dans des situations de violence. Et ce qu'on fait un certain nombre de chercheurs en sciences sociales, c'est de se poser la question, est-ce que
la violence ne réside pas aussi ailleurs. Et donc, vous citiez Johan Galtung, qui parle de violence structurelle, c'est-à-dire cette incapacité, à cause de la société, d'atteindre une réalisation de soi à laquelle on pourrait prétendre. Il en donne pour exemple le fait que au XVIIe siècle, quelqu'un pouvait mourir de tuberculose parce qu'on ne disposait pas de traitement. Aujourd'hui, quelqu'un qui meurt de tuberculose parce qu'il n'a pas reçu de médicaments antituberculeux, il va considérer que c'est une violence structurelle. Il n'aurait pas dû mourir. Il se trouve que cette violence qui est celle des inégalités, celle de cette du néolibéralisme. Alors ça peut être bien sûr du néolibéralisme et plus généralement, disons, de ceux qui et celles qui sont victimes des inégalités et qu'il appelle violence structurelle. Il se trouve que dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui meurent de violences structurelles ainsi définies que de la violence physique habituelle. Et donc, il est important de la relever parce que, et ça a été fait notamment aux États-Unis par des chercheurs et des intellectuels noirs qui ont souligné le fait que à côté des critiques qui sont faites à la collectivité afro-américaine de violence qui entraîne des homicides, il y a cette autre violence invisible qui fait mourir beaucoup plus tôt des hommes et des femmes. Une enquête qui avait été réalisée à New York avant le sida, donc dans les années 70 et qui a été publiée en 1980, montrait que les hommes à Harlem mouraient plus tôt que les habitants du Bangladesh. Donc on a et avait des taux de mortalité qui étaient 2 fois plus élevés que les hommes blancs à la même époque. Donc on voit que quand on parle de violence structurelle, il y a quelque chose là qui est très très concret. Et puis il y a une autre violence qui a été mise en lumière par Pierre Bourdieu, et qu'il a appelé violence symbolique, qui est la manière dont, dit-il, les dominants arrivent à imposer un récit de la société qui empêche les dominés de prendre la mesure de cette domination qu'ils subissent, qui leur fait paraître la situation dans laquelle ils se trouvent comme étant naturelle, comme allant de soi, comme étant même potentiellement de leur fait. Et donc cette violence symbolique que Pierre Bourdieu a d'abord étudiée dans le cadre de l'école, mais qu'il a ensuite analysée dans de nombreux autres contextes, va se traduire par un habitus, une manière d'être des personnes qui vont accepter, en tout cas dans certains cas, qui vont accepter la situation dont ils sont en réalité les victimes, et les victimes par injustice et non pas par fait naturel. Dans ce livre, vous montrez, et vous venez de l'expliciter, qu'il y a plusieurs définitions de la violence, qu'il n'y a pas du tout de consensus au sein des sciences humaines sur ce qu'est exactement la violence. Vous donnez tout un tas, en réalité, de définitions différentes pour qu'on puisse comprendre, faire un peu un état des lieux des différentes approches qui sont utilisées. Et ça, vous expliquez que c'est plutôt récent, parce que pendant très longtemps, les sciences humaines ne se sont pas, ou très très peu, intéressées à cette conceptualisation, à cette question de la violence. Vous dites qu'elle n'a pas été traitée en tant que telle, qu'elle n'a pas fait l'objet d'entrées spécifiques dans les encyclopédies et les dictionnaires de ces disciplines, à savoir beaucoup la sociologie, l'anthropologie, qui sont des disciplines assez récentes. Ça n'a pas donné lieu à des travaux empiriques ou théoriques qui se réclament explicitement de l'étude de la violence. Et évidemment, ça interroge. Comment c'est possible qu'à une époque, parce que globalement, c'est moitié du 19e siècle, on commence vraiment à avoir ces disciplines qui émergent,
où il y a énormément de violence. La violence coloniale, il y a des guerres, il y a plusieurs guerres mondiales, il y a des génocides, il y a vraiment tout un tas de massacres. Enfin, on ne sait même plus par où le prendre. Comment est-ce possible que ces disciplines n'aient pas traité de cette question ? J'en avais une petite idée sur ce silence des sciences sociales pendant un siècle. Effectivement, comme vous le dites, on les voit émerger progressivement vers la fin du 19e siècle, dans la deuxième moitié du siècle. Et jusque dans les années 1980, il n'y a pratiquement rien sur la violence, ni en sociologie, ni en anthropologie. Et il n'y a pas grand-chose non plus en histoire, comme j'ai pu en discuter avec des collègues historiens. Et donc, il y a quelque chose là qui est remarquable et que j'ai pu documenter non seulement par le fait que je ne trouvais pas cette violence moi-même dans leurs écrits, des sociologues et des anthropologues, et je parle là notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, voilà, donc des grands pays de ces disciplines. Donc comment pendant un siècle a-t-il été possible de ne pas parler de violence alors qu'il y avait tous ces événements que vous venez d'évoquer qui auraient justifié un intérêt de la part des sciences sociales. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs explications, en tout cas ce sont des hypothèses que j'ai avancées. La première est d'ordre théorique. C'est que la sociologie, l'anthropologie se sont intéressés aux sociétés, et à des sociétés différentes, des sociétés industrielles, mais aussi des sociétés lointaines, souvent appelées traditionnelles, en s'attachant à comprendre ce qui fait tenir ensemble une société. Quels sont les liens qu'il y a entre des individus, entre des fonctions, des institutions de ces sociétés. Et donc, on a privilégié l'ordre sur le désordre. Le désordre apparaissait comme un phénomène à la fois marginal et qui était en rupture avec ce qu'on étudiait à titre principal, à savoir l'ordre régnant dans une société, pas forcément par la force, mais par les liens sociaux. Ça, c'est une première raison. Et alors, je dirais que les modèles théoriques qui étaient mobilisés, qu'il s'agisse du culturalisme qui cherche à comprendre l'unité de différentes cultures, que ce soit le fonctionnalisme qui essaie de montrer à quoi servent les institutions pour permettre la stabilité de l'ordre social, ou que ce soit le structuralisme dont nous avons l'un des fondateurs, Claude Lévi-Strauss, qui s'intéresse à ce qui est stable dans des sociétés différentes qu'il va ensuite comparer. Donc toutes ces théories avaient en commun de privilégier l'ordre sur le désordre et donc à éluder la question de la violence. Une deuxième raison, je crois, est de nature idéologique. Idéologique, avec bien sûr un fondement également basé sur des travaux de sciences sociales, à savoir que le monde devenait de plus en plus civilisé, thèse de Norbert Elias, que la violence y avait de moins en moins sa place, et il y a cette comparaison dans La civilisation des mœurs de Norbert Elias entre les pratiques au Moyen-Âge et au XXe siècle, avec tout de même cette ironie tragique qui est que lorsque Norbert Elias écrit son livre, c'est un juif allemand et on est dans la période de montée du nazisme et à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et du génocide des Juifs d'Europe. Donc il y a ce paradoxe de mettre en avant la pacification du monde, avec, chez Max Weber notamment, l'idée que l'État est là pour réguler la violence, ce qu'effectivement il fait par rapport aux brutalités internes à la société. Donc ce deuxième élément de civilisation, des mœurs, de pacification du monde, eh bien, laisse à penser que, au fond, la violence est un phénomène résiduel, malgré l'évidence, je dirais, empirique et de l'époque. C'est étonnant. Mais il y a
un troisième élément qui m'est apparu assez tardivement et qui tient à la composition, en quelque sorte, socio-démographique des anthropologues et des sociologues. C'étaient des hommes blancs, appartenant à des sociétés d'abondance, des sociétés riches. S'ils avaient appartenu à des minorités, ils auraient peut-être fait des sciences sociales autrement. Et certainement, puisque c'est ce qu'on voit du reste par la suite, le moment où on voit se développer des travaux sur la violence, qui sont aujourd'hui extrêmement nombreux, extrêmement riches, c'est en anthropologie et en sociologie, donc à partir des années 80, mais surtout 90 et 2000, eh bien c'est un moment où les femmes prennent une place importante dans ces disciplines, où les minorités ethno-raciales également commencent à être non seulement reconnues dans la société, mais en termes de droits, mais également deviennent des professeurs d'université où les anciens colonisés aussi commencent à écrire et proposent des textes qui bousculent complètement ce qu'avait été l'orthodoxie de la sociologie et de l'anthropologie. Alors, il ne s'agit pas d'être mécanique et de dire la couleur ou le genre détermine la manière dont on voit le monde, mais un peu quand même. Vous me permettez de faire cette transition avec une phrase d'Hannah Arendt que vous citez, où elle écrit « Il n'est personne qui, s'intéressant à l'histoire et à la politique, puisse ne pas être conscient du rôle majeur joué par la violence dans les affaires humaines, et il est donc à première vue surprenant que la violence ait été si rarement reconnue comme méritant une considération particulière. » C'est un peu une exception. C'est une femme, elle arrive justement sur la fin, où on va enfin commencer à parler. Alors, c'est une philosophe, mais elle va... Alors, effectivement, il y a quand même cette petite réserve. Les philosophes ont plus parlé historiquement. Les philosophes, les théoriciens du politique, on peut penser bien sûr à Thomas Hobbes, Rousseau également, quoique de manière très 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 différente. Et puis au début, avant Hannah Arendt, Walter Benjamin qui écrit ce texte critique de la violence, qui est un texte très 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 important. Donc effectivement, il y a dans la théorie politique et la philosophie politique, il y a une présence d'une réflexion sur la violence, même si elle n'est pas, elle n'est très présente que chez certains grands auteurs. Comme Hannah Arendt, justement. Hannah Arendt, et donc, à partir de la fin du XXe siècle, on va plus parler de cette question de la violence. Aujourd'hui, vous donnez des chiffres que je ne connaissais pas. Vous dites que les États-Unis ont été en guerre pendant 232 des 249 années depuis leur création, soit 93% de leur existence. Les Nations Unies ont dénombré 458 000 homicides dans le monde juste au cours de l'année 2021, soit 5 fois plus que dans l'ensemble des conflits armés au cours de la même période. Donc on le voit, cette violence, elle est présente aujourd'hui. Ça fait un moment qu'elle existe factuellement, en tout cas cette violence, si on se réfère à la brutalité physique. Comment est-ce qu'on en parle aujourd'hui dans les sciences humaines ? Comment est-ce que ça a évolué ? Quel est le rôle joué par les sciences sociales dans la qualification de la violence et la compréhension de la violence du monde ? Alors, il y a de nombreux aspects pour répondre à cette question. Il y a d'abord une manière de l'étudier factuellement, empiriquement, de voir à quoi elle correspond. Non seulement de la nommer, mais de la décrire. On peut penser aux travaux de Veena Das, l'anthropologue indienne, qui a beaucoup participé et contribué à la reconnaissance de l'importance des questions de violence pour l'anthropologie, et qui s'est intéressé notamment aux violences subies par les femmes lors de la partition de l'Inde, la séparation entre, à la fin des années 40, entre le Pakistan et l'Inde, avec les musulmans qui étaient renvoyés ou qui fuyaient vers le Pakistan, et les hindous qui, au contraire, réintégraient l'espace indien dans des conditions d'extrême violence, et notamment de violence à l'égard des femmes, puisqu'il y a eu des dizaines de milliers et probablement des centaines de milliers de viols des deux côtés.
Et donc, on voit là, il s'agit, alors moins de décrire cette violence que de voir comment des décennies plus tard, elle se manifeste encore dans la manière dont ces femmes vivent leur quotidien, leurs relations avec leur époux, avec leurs enfants, etc. Donc cette question de vraiment de prendre à corps, en quelque sorte, cette violence, c'est un élément important. Et bien sûr, avec, du coup, la reconnaissance des victimes, c'est-à-dire de prêter attention à l'expérience de ces victimes. On est bien sûr dans une époque que j'avais décrite dans un livre qui s'appelle « L'Empire du traumatisme » sur la condition de victimes, que j'avais écrit avec le psychiatre et anthropologue Richard Echtman, où nous étions intéressés justement à la manière dont, à la fin du XXe siècle, donc dans la même période, les victimes sont reconnues, et sont reconnues à travers aussi bien des éléments juridiques, des éléments de réparation financière, que des qualifications, par exemple à travers le traumatisme qui aujourd'hui occupe une place très importante dans la reconnaissance du statut des victimes. Mais à côté des victimes, bien sûr, certains se sont dit, mais on ne peut pas non plus échapper à l'étude de qui sont ceux qui commettent ces violences, qui sont les bourreaux en quelque sorte. C'est ce qu'ont fait des auteurs comme Martha Higgins avec les unités qui commettaient des meurtres et qui torturaient des gens de la rue au Brésil. Et puis, c'est ce qui a été fait aussi dans le cadre du génocide des Tutsis, où on a commencé à s'intéresser à l'expérience des victimes, et puis ensuite on s'est mis à aussi regarder qui étaient les bourreaux, qui avaient commis ces meurtres horribles. Il y a une transformation, et en même temps, il y a toute une précaution qui est notamment en anthropologie, qui existe pour ne pas tomber dans une pornographie de la violence, parce que c'est une des difficultés réelles, ce sont des choses sur lesquelles beaucoup d'entre nous avons réfléchi. C'est comment est-ce qu'on peut parler, nommer, qualifier, représenter la violence, et sans tomber dans une fascination, dans quelque chose qui est malsain au fond, et qui provoque un sentiment malsain de la part du lecteur ou de la lectrice. Mais est-ce que ça, c'est pas précisément un problème très contemporain que, de par la présence des écrans, des réseaux sociaux, qu'on ait un accès à la violence en direct sur son smartphone, en tout cas des représentations de la violence, est-ce qu'il n'y a pas ce risque effectivement de tomber dans ce que vous appelez la pornographie de la violence, d'être complètement... d'avoir quelque chose qui est très malsain finalement. Donc comment est-ce qu'on peut et on doit représenter la violence? Et là, je vais au-delà des chercheurs, c'est même dans le monde des journalistes, le monde artistique. Comment est-ce qu'on peut et on doit représenter la violence sans basculer dans ce côté, fascination un peu morbide, qui est une question qu'on se pose tout le temps en tant que journaliste. Qu'est-ce qu'on montre, jusqu'où, et c'est des écueils dont parfois les journalistes sont accusés. Est-ce qu'il y a une manière de faire? Est-ce qu'il y a des critères? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, on parlait tout à l'heure de la jouissance de produire de la violence, mais il y a la jouissance aussi de voir de la violence. Et par exemple, il y a eu des exécutions aux États-Unis qui ont été filmées et qui ont donné lieu à des manifestations par écrit, par les commentaires qui étaient mis en ligne, des manifestations de
plaisir, de joie d'avoir assisté à la mort d'un homme qui était accusé d'avoir lui-même tué, par exemple. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec la circulation par les soldats israéliens, des violences, des humiliations, des crimes qu'ils avaient commis à Gaza, qu'ils mettaient en ligne sur des vidéos qui circulaient très largement, qui devenaient même, il y a des articles dans Haaretz par exemple qui ont étudié la manière dont ces vidéos et cette présentation de soi par les soldats israéliens devenaient un argument dans des échanges amoureux, par exemple, pour séduire des jeunes femmes. Et puis, on sait que c'est des images des tortures subies par les prisonniers palestiniens dans les prisons et les camps israéliens, eh bien, passaient à la télévision avec des commentaires extrêmement enthousiastes de la part de journalistes et ensuite en retour de la part de ceux qui voyaient. Donc, il y a là quelque chose qui est un phénomène, effectivement. Et comment est-ce qu'on en arrive là? Parce qu'il y a évidemment un phénomène d'indifférence générale à la violence qui est large, pour le coup, dont on parle plus, cette espèce d'apathie. Mais là, ce que vous décrivez, c'est encore autre chose. C'est vraiment une jouissance de la souffrance d'autrui. Et ça, qu'est-ce qui produit ça? Est-ce que c'est vraiment une déshumanisation de l'autre extrêmement aboutie, extrêmement poussée? Ce que vous décrivez est monstrueux, de jouir comme ça de la violence d'autrui. D'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on l'empêche? Alors, il y a des théories que j'ai étudiées dans ce livre, qui sont des théories du côté de l'éthologie, donc l'étude des comportements animaux, et de la psychanalyse, et donc l'étude des pulsions humaines. Ce qui était très frappant pour moi, en comparant notamment les deux grands noms de ces deux disciplines, à savoir Konrad Lorenz et Sigmund Freud, c'était de voir qu'ils utilisaient, alors qu'ils sont a priori complètement à l'opposé du point de vue intellectuel, mais qu'ils utilisaient le même langage de pulsion et d'instinct, en essayant de chercher chez l'animal. Non seulement l'éthologue le faisait, mais également le psychanalyste, en disant est-ce que c'est pas quelque chose qui appartient à la dimension bestiale de nous tous. Et dans effectivement des pulsions de mort que l'on trouve chez Freud par exemple. Alors en sachant qu'il y a une différence très importante entre ces deux auteurs et ces deux traditions, éthologie et psychanalyse, qui est que pour les éthologues, c'est une bonne chose cette violence, parce qu'elle permet une sélection naturelle et un renforcement des plus forts. Donc, du point de vue des animaux, c'est quelque chose qui a, de leur point de vue, une justification, non pas morale, mais une justification d'espèce et d'évolution. Au contraire, pour Freud, il s'agit là de ce qui est, au fond, la noirceur de l'être humain, de son psychisme, qui se révèle de cette façon. Alors, personnellement, je situe mes analyses et mes travaux à l'opposé du spectre que ces deux auteurs représentent, c'est-à-dire que pour moi la question d'une nature humaine qui expliquerait, les deux auteurs utilisent cette expression, d'une nature humaine qui expliquerait que la violence soit en nous tous, pour moi il ne s'agit pas de contester cela, mais c'est une non ça n'a pas d'intérêt de mon point de vue. Ce qui a un intérêt, c'est de voir comment, dans une société, on autorise, ou on facilite, ou au contraire, on protège de cette violence.
en tout cas le rôle des sciences humaines telles qu'elles ont évolué et telles qu'on comprend dans ce livre, désormais, c'est de décrire, de documenter des deux côtés, du côté des victimes et du côté des bourreaux, expliquer les mécanismes, c'est vraiment ça. L'objectif des sciences sociales, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tout un tas de situations violentes à travers le monde. Et donc ma question, c'est est-ce que c'est dans finalement le destin des sciences humaines et des sciences sociales aujourd'hui d'être accusé de wokisme, d'être accusé d'extrême gauche, enfin, on sait qu'aujourd'hui les sciences sociales sont vraiment très très stigmatisées, de plus en plus stigmatisées, sont la cible des régimes d'extrême droite. Est-ce que ce n'est pas finalement, elles sont pas condamnées à être accusées de ça dans la mesure où elles essaient de décrire les systèmes de violence, les systèmes de domination, et donc de désigner aussi des personnes qui commettent ces violences. Alors vous avez raison de souligner les attaques qui sont aujourd'hui faites contre les sciences humaines et sociales. Vous en avez fait les frais à titre personnel aussi, hein ? J'en ai fait les frais, mais je dirais que plus largement, vivant une partie de l'année aux États-Unis, je vois à quel point les mesures qui sont prises et les restrictions qui sont faites dans les universités notamment conduisent à ce que des mots comme inégalité, comme discrimination, comme genre, comme race deviennent interdits dans les travaux de recherche. Alors certains continuent bien sûr à mener des enquêtes sur ces questions, mais les financements fédéraux et même souvent universitaires ne les accompagnent plus. Parce que moi, c'est l'impression que j'ai eue en lisant votre livre, c'est qu'on est parti on n'étudie pas cette question de la violence, c'est vraiment pas du tout assez documenté. Petit à petit, ça va de mieux en mieux, ça gagne en complexité, ça devient de plus en plus riche. Et là, j'ai la sensation que depuis pas très longtemps, finalement, on est en train d'aller dans l'autre sens. Alors, je parlais des États-Unis, mais bien sûr, on sait aussi qu'en France, il y a eu et il y a encore toute une campagne pour empêcher toute expression de réflexion autour des inégalités, des discriminations, des traitements différentiels à l'égard de certaines religions ou de certains groupes, etc., avec des accusations fantaisistes que vous mentionniez, de wokisme, etc. Le travail des sciences sociales, c'est un travail qui vise à comprendre et faire comprendre. Comprendre, ça veut dire que, on va essayer de donner sens à un ensemble de faits qui peuvent être la violence, qui peuvent être les sentiments, qui peuvent être les émotions, qui peuvent être les rapports de pouvoir dans la structure, mais donc de les décrire comme vous le disiez, mais aussi de les comprendre, de voir quel sens leur est donné par les individus, mais aussi par la société plus largement. Et puis ensuite, ce qu'on pense avoir compris, le faire comprendre à d'autres, c'est-à-dire le traduire dans des livres. Alors, quand je dis comprendre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une façon de comprendre, et bien sûr, justement, ce qui est très intéressant dans les sciences sociales, c'est qu'il peut y avoir plusieurs interprétations des mêmes faits, et que c'est dans cette discussion entre des chercheurs et des chercheuses qui ont des analyses différentes que probablement une meilleure compréhension des faits va émerger. Donc ça, c'est le premier élément, c'est que au fond, notre travail ne doit pas consister, par exemple, dans la violence, à dénoncer la violence, parce que ça, les associations de droits humains le font, et les juristes et des magistrats le font, des politiciens le font, et c'est normal et des citoyens, bien sûr, plus largement. Mais en tant que science sociale, la contribution qu'on peut avoir, c'est cet élément de compréhension. Après, le second point, c'est celui de la critique. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui gêne dans de très nombreux pays, c'est la démarche critique
qui est celle d'une grande partie des sciences sociales. Pas toutes, il y en a qui sont très dans la complicité avec le pouvoir, qui du coup réussissent à faire leur place auprès des gouvernements. C'est le cas en France, c'est le cas dans des pays encore moins démocratiques que le nôtre. Et donc, mais malgré tout, ce qui, je crois, fonde le travail scientifique en général. Ça peut être celui d'un physicien, ça peut être celui d'un chimiste, celui d'un biologiste, et donc celui d'un anthropologue ou d'un sociologue ou d'un historien, c'est d'avoir cet esprit critique, de ne pas accepter les choses comme elles nous sont données, mais d'essayer de comprendre ce qui, par exemple, peut être caché, ce que certains ont intérêt à ne pas montrer. Et donc ce travail de dévoilement, par exemple, eh bien, ça fait partie de ce que, lorsqu'on passe, comme je l'ai fait, 4 ans à étudier une maison, la vie dans une maison d'arrêt, et comprendre quelles étaient les relations entre les prisonniers et les surveillants, et tout ceci dans le contexte d'une société qui devient de plus en plus punitive. Eh bien, au bout de 4 ans, on comprend des choses que, évidemment, heureusement, ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une prison et qui n'ont pas étudié les politiques pénales françaises ou internationales, eh bien, ne connaissent pas. Donc c'est ce travail critique que nous essayons de mener et ensuite de transmettre. Et on comprend bien sûr que dans de nombreux cas, ils ne plaisent pas à un certain nombre des acteurs qui sont impliqués dans ces pratiques. Mais la question n'est pas de plaire, mais vraiment d'essayer de gagner un peu en vérité. Il n'y a pas de vérité absolue, mais de gagner un peu en vérité. Et alors, je vais vous poser une question qui n'appelle pas de réponse binaire, évidemment, mais qui est une réflexion qu'on peut avoir sur l'état des violences à travers le monde. Est-ce qu'on est dans un moment de brutalisation? Si on observe l'histoire, on constate qu'il y a quand même des moments où les sociétés ont été particulièrement violentes, où on a l'impression qu'il y a des effusions de violence. C'est le cas notamment pendant qu'on commet des génocides, où il y a vraiment un pic de violence, en tout cas de violence physique notamment. Aujourd'hui, on est à un moment de montée des autoritarismes partout à travers le monde. On est dans un moment, et là je le dis en tant que journaliste sans aucun type de doute, où il y a une brutalisation du langage dans l'espace politique, dans l'espace médiatique, en tout cas moi je parle de ce que j'ai pu traiter dans ma carrière ces 10 dernières années. C'est quand même, il y a vraiment un langage qui est de plus en plus déshumanisant vis-à-vis de certaines parties de la population. Évidemment, c'est le contexte du livre. On est témoin d'un génocide à Gaza. Est-ce qu'on va vers des sociétés qui sont de plus en plus violentes, ou est-ce que c'est qu'une impression finalement qu'on peut avoir et que voilà, ça a toujours existé, ou est-ce qu'au contraire il ne faut pas chercher à établir ce type de comparaison? Alors, il est certainement légitime de se poser ces questions. Je l'évoquais tout à l'heure, elles ont été pendant longtemps dominées par l'idée d'une pacification du monde et encore une fois, voilà, et encore une fois dans un contexte où la réalité de ce monde était l'inverse d'une pacification. Donc, on sait le succès des livres de Steven Pinker aux États-Unis et au-delà, qui expliquent que nous allons vers des sociétés de plus en plus pacifiées, de plus en plus contrôlées, de moins en moins violentes. Tout en ajoutant que ça vaut pour le monde occidental, mais certainement pas pour le monde musulman, ce qui montre aussi qui dévoile en quelque sorte le caractère discriminatoire de ce type de pensée, qui n'est de toute façon pas, qui ne repose aucunement sur la réalité. Vous rappeliez tout à l'heure, puisqu'il s'agit d'un auteur états-unien, vous rappeliez le fait que les États-Unis ont été, pendant plus de 90% de leur histoire nationale, ont été en guerre
Donc, comment peut-on dire que la violence diminue dans ces conditions? Et on le voit encore aujourd'hui, bien sûr, où les interventions militaires des États-Unis se multiplient, et pas seulement, bien sûr, des États-Unis. Donc, mais est-ce que ça augmente? Est-ce qu'on est en train de s'habituer à une espèce de violence, en plus, qui est sur les réseaux sociaux, à laquelle on a accès? Je crois qu'on ne peut pas répondre de manière globale sur toutes les violences. Il y a des violences qui certainement augmente en ce moment, et notamment, eh bien, c'est démontré par les études du Haut Commissariat aux réfugiés, qui, constatant une augmentation extrêmement rapide du nombre de déplacés dans le monde, où aujourd'hui, des déplacés, c'est-à-dire des personnes qui sont forcées de quitter l'endroit où ils vivent, en général pour se déplacer dans le pays dans lequel ils se trouvent, parfois dans les pays voisins et plus rarement en allant plus loin, et par exemple en venant jusque chez nous, c'est ce qu'on appellera des demandeurs d'asile et peut-être plus tard des réfugiés. Eh bien, cette augmentation aujourd'hui, on parle de presque 130 millions de personnes déplacées dans le monde, eh bien, correspond, d'après ces données donc des Nations Unies, à une multiplication par 5 en 20 ans du nombre de morts par conflit. Et donc, on voit bien que sur les conflits internationaux, eh bien, ou nationaux d'ailleurs, il y a les guerres civiles, donc, il y a une augmentation qui est documentée, qui est chiffrée, et qui repose probablement à la fois sur des évolutions politiques et idéologiques de montée des autoritarismes, voire des dictatures, et sur également de l'intolérance, comme phénomène social très très large, et aussi de nouvelles technologies qui sont mises en œuvre. On sait que dans le cadre de l'opération militaire conduite par Israël à Gaza, on a l'équivalent en volume de bombes qui ont été sur ce tout petit territoire, l'équivalent de 6 Hiroshima. Donc, on voit bien que la technologie va contribuer à produire, et pas seulement, bien sûr, en Palestine, mais dans d'autres pays. On n'est plus avec des machettes, on est avec des... On pense à l'Ukraine, par exemple. Bien sûr. Où on parle là de centaines de milliers de morts, soldats de part et d'autre. Et donc, il y a une augmentation de cette violence. En revanche, à l'intérieur des sociétés, prenons les sociétés françaises, mais beaucoup de sociétés occidentales et même certaines sociétés ailleurs, eh bien, on voit une diminution de la violence entre les individus, des homicides par exemple. Les homicides sont en diminution dans notre pays, aux États-Unis également, et dans beaucoup de pays, sont en diminution régulière. Et alors, après, il y a ce phénomène que j'évoquais au tout début, c'est qu'il y a des violences qui n'étaient pas reconnues et qui aujourd'hui le sont. Et donc, on peut dire qu'il y a plus de viols qu'il n'y en avait il y a 30 ans ou 50 ans. Parce qu'il y a plus de plaintes, parce que... Et voilà, parce que, alors, ça ne débouche pas forcément sur des décisions de justice correspondantes, mais en tout cas, on en dénombre plus. Et donc, il y a tous ces éléments qui rendent la réponse à votre question légitime, qui rendent cette réponse plus complexe. Certaines violences augmentent, d'autres diminuent, en particulier au niveau de l'intérieur des pays. Et enfin, il y a des violences qui deviennent plus visibles, et heureusement, je dirais, parce que ça permet de lutter contre. Mais ça me permet d'enchaîner sur la dernière question, qui est celle du sens de votre ouvrage et de ce à quoi il peut servir dans notre époque. Il y a une de vos phrases, vous dites « Attester la violence, c'est combattre le déni, l'occultation, le mensonge, le révisionnisme historique. Attester la violence, c'est en porter témoignage, s'en faire témoin. » Ça fait partie des pistes, finalement, que vous proposez comme type de réaction face à la violence. Évidemment, attester, ça m'a parlé en tant que journaliste. Pourquoi est-ce que c'est si important de pouvoir en témoigner de cette violence, de pouvoir la qualifier, de pouvoir la représenter?
Alors effectivement, c'est toute la seconde partie du livre qui essaie de regarder comment des écrivains, des artistes, des penseurs, des juges ont traité de la violence. Et je me suis notamment intéressé à la question du refus de la violence, parce que au fond, l'essentiel de mon travail ayant porté sur la violence telle qu'elle est, évidemment, il ne s'agit pas de mettre entre parenthèses le fait qu'il y a aussi toute une philosophie, toute une pensée politique autour du refus de la violence. On se souvient de David Henry Thoreau, le penseur états-unien qui, contre la violence de l'esclavage et la violence de la guerre des États-Unis contre le Mexique, refusait de payer ses impôts, a été très brièvement emprisonné pour ce fait, et qui est devenu, à travers des travaux, des écrits sur ce qui est devenu ultérieurement, parce que lui-même n'avait pas utilisé l'expression la désobéissance civile, est devenu un modèle pour aussi bien Gandhi en Inde que Martin Luther King Jr. aux États-Unis. Mais il y a une chose qui m'a intéressé, c'est le refus du refus de la violence. C'est-à-dire que, évidemment, on aurait tous envie de refuser la violence. Mais Thoreau lui-même, de façon qui est moins connue, prend la défense d'un homme blanc, un homme qui était contre l'esclavage au milieu du 19e siècle, et qui va mener une opération d'attaque contre un arsenal militaire pour prendre des armes, les donner aux esclaves pour qu'ils puissent se libérer. Et Thoreau, qui est un partisan de la non-violence, va défendre cet homme. Et il va défendre en disant il y a des circonstances où tout a été essayé pour réhumaniser, pour redonner de la dignité aux êtres humains qui sont dominés, qui sont écrasés, où rien n'a marché et où la violence devient nécessaire. C'est ce que Frédéric Douglass, qui est un abolitionniste noir, va sur cette même affaire va dire en disant que par la violence, l'ancien esclave, lui-même en étant un, l'ancien esclave retrouve sa dignité d'être humain. Et c'est quelque chose qu'on voit chez Frantz Fanon également à propos de la colonisation et du colonisé auquel on a reproché les violences qui ont été commises au moment de la décolonisation, et qui dit qu'il n'y avait rien d'autre qui était possible qu'à un moment donné, pour lutter contre la violence du colonisateur, que d'avoir une contre-violence. Il parle de contre-violence. Et c'est une chose que le philosophe d'origine autrichienne Jean Améry, qui a été lui-même prisonnier à Auschwitz, reprend en défendant Fanon, en défendant la théorie de la violence de Fanon, en disant qu'il y a un moment où, dans le camp de concentration comme dans la situation coloniale, ce sont ces termes, il devient non seulement nécessaire, mais la seule manière de se réhumaniser et de retrouver sa dignité pour l'être humain. Écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup Didier Fassin d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Leçons de ténèbres, ce que la violence dit du monde, est disponible aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à nous soutenir financièrement sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à très bientôt.